Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, bienvenue à nouveau dans cette auguste commission. En évoquant l'augmentation théorique du taux d'emploi, vous parlez à juste titre d'économie fiction. Mais pour moi et pour de nombreux collègues ici présents ou absents, l'économie fiction, cela consiste surtout à affirmer, comme le fait à nouveau ce rapport dans son introduction, que, je cite, le système de retraite français était en 2023 légèrement excédentaire à hauteur de 8 milliards d'euros. Pourtant, ce système, soi-disant par répartition et soi-disant excédentaire, n'est financé qu'aux 2 tiers par des cotisations sur la masse salariale. Tout le monde le reconnaît. Le reste l'est donc par l'État. Le reste, c'est-à-dire 1 tiers de 380 milliards, c'est-à-dire quand même 120 milliards d'euros. Rien que ça. Qui peut croire que ces 120 milliards qui sortent des poches de l'État et donc du contribuable n'ont d'impact ni sur notre déficit, ni sur notre dette publique? Vous parlez d'équité. Mais comment assurer cette équité au sein même d'une génération alors que nous sommes incapables de dire combien coûte l'écart de droits entre les systèmes de retraite publics et privés? Comment assurer cette équité entre les générations alors que le fonctionnement actuel du système prévoit déjà une forte chute des taux de remplacement pour les futurs retraités malgré l'allongement de leur durée de cotisation? Monsieur le Président, vous aviez pu constater lors de votre dernière audition dans cette même pièce, le 4 mars dernier, qu'une frange croissante des parlementaires n'accepte désormais plus de garder la tête dans le sable, comme nous le permettraient pourtant les conventions comptables actuelles. Ce groupe de députés auquel j'appartiens, aux côtés notamment du rapporteur général du budget, Charles de Courson, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, et d'autres membres du bloc central, vous demanda alors une transparence que ces conventions comptables, je le reconnais, vous permettent d'éluder. Cette attitude évite certes de reconnaître un déficit comptable, mais elle permet l'installation d'un déficit démocratique qui consiste à laisser les Français, leurs représentants élus et les corps intermédiaires débattre du futur de notre système de retraite sur la base d'un diagnostic trompeur. Je suis contraint de constater que l'on continue à nous refuser la vérité, celle d'un système de retraite qui n'est plus par répartition depuis longtemps. Un système qui, à cause de prestations excessives ou bien à cause de cotisations insuffisantes, ou les deux, creuse notre dette publique pour honorer les pensions des retraités actuels et, ce faisant, endette leurs enfants et leurs petits-enfants qui, eux, devront un jour payer la facture. Merci beaucoup, Madame Hamdan. Je pense au passage notamment à M. Vogetta, avec qui je veux poursuivre la joute, car au fond, il me relance sur ces questions, traite toutes du premier rapport. Les 8 milliards, oui, comptablement et financièrement, il y a eu un excédent en 2023, on sait à quoi il était dû, c'était essentiellement à l'inflation. Mais dans notre rapport, nous disions déjà qu'en vérité, il y avait un déficit dès 2024-25 qui était de 6 milliards. Donc je rappelle les chiffres. C'est pas l'économie fiction, c'est la finance tout à fait réelle. 6 milliards maintenant, 15 milliards en 2035 et 30 milliards en 2045, ça se pourrait donner. Après, vous nous relancez dans ce fameux débat cher à Jean-Pascal Beaufret, avec son obstination, sa force de conviction, qui a réussi à convertir un certain nombre de croisés à sa propre croisade. Il n'est pas exact, monsieur le député, je le dis très cordialement, que nous ne traitions pas la question dans notre premier rapport. Nous mettons bien le chiffre. Il est de 45 milliards d'euros. Après, il dépend en effet de deux choses. De normes comptables d'une part, et d'autre part, c'est ce que nous avons évoqué, de différences objectives qui existent entre les systèmes de retraite du public et du privé. Et donc, nous partons du constat. Je n'ai jamais évacué. Après, nous expliquons pourquoi ce n'est pas sur cette base-là qu'il faut réfléchir. Et d'ailleurs, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est deux choses. C'est qu'au final, même si on adopte d'autres normes, ça ne dépend pas de nous, c'est le législateur qui peut le décider, on reviendra au même problème. C'est que tout ça, in fine, c'est de la dette. Et la question, ben oui, la question qui est posée, c'est... Mais nous le faisons. Nous ne disons pas le contraire, nous disons simplement que ce n'est pas en scindant public et privé, comme certains nous y appellent, qu'on va y parvenir, parce que ce n'est pas uniquement dû au système de retraite. Ce sont justement une manière plus générale de gérer la société elle-même qui engendre de la dette. Et au final, quand vous avez à gérer les choses financièrement, vous avez une masse de dettes. Vous avez l'agence France Trésor que je connais, elle gère la dette. Elle ne connaît pas telle ou telle dette, elle connaît la dette en général. Et de ce point de vue-là, honnêtement, si on veut vraiment faire porter l'effort comptable sur les réformes sur les retraites du public, je m'interroge toujours, et c'est une question que je pose à certains, je vous la pose aussi, c'est pas mon ressort, quelles seraient les solutions, in fine? Est-ce que ce serait de diminuer drastiquement les retraites des fonctionnaires? Est-ce que ce serait d'augmenter massivement les emplois dans la fonction publique? Ou est-ce que ce serait de faire financer les retraites du public par le privé? Et c'est pas un hasard total si, quand nous sommes allés au conclave, alors là je dois le dire, il y a un point sur lequel il y a une unanimité totale de tous les partenaires sociaux, du MEDEF à la CGT, c'était un cri du cœur. Merci de ne pas poser ce problème en ces termes-là. Je pense que
Non, mais intellectuellement, je conçois le défi. Et encore une fois, les normes sont telles que notre remarque et notre conclusion est, je crois, incontestable. Après, si vous voulez changer la norme, ça vous regarde. Et après, les conséquences à en tirer seront peut-être un peu complexes, mais c'est pas de mon ressort, c'est assurément du vôtre. Mais j'aime à poursuivre ce débat. Finalement, je m'y suis habitué. Pas avec vous-même, mais avec notamment Jean-Pascal Beaufray, que je connais depuis 40 ans, ce qui prouve qu'il est obstiné, et moi aussi.